tous, bienvenue dans Smart Impact, votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui 100% dédié à la consommation responsable. Le supermarché de demain, chasse au plastique, suppression des prospectus ou des tickets de caisse. Les initiatives des distributeurs pour limiter leur empreinte carbone se multiplient, mais elles semblent encore loin d'une organisation 100% éco-responsable. C'est la mission donc que s'est donnée l'agence À Demain, imaginer et expérimenter un réseau de distribution zéro carbone. Les détails de ce projet ambitieux dans quelques instants. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Cette phrase mythique de John Fitzgerald Kennedy pourrait s'appliquer ici, puisque nos deux invités défendent l'idée d'un consommateur acteur de la lutte contre le changement climatique. C'est par des actes citoyens que les choses changeront. Dream Act, Innocent France et 100 autres marques engagées les invitent notamment à partager leurs solutions pour réduire leur empreinte carbone. Enfin, un jeu de construction écolo et made in France. C'est la bonne idée du jour et elle nous vient de Vendée. Imaginée par 3 amis devenus parents, ils viennent disrupter un secteur qui produit actuellement plus de 75 000 tonnes de déchets chaque année en France et veulent replacer l'Hexagone comme acteur de la production de jouets, alors que 95% des jeux vendus en France proviennent encore de l'étranger. Mais d'abord, donc, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre première invitée est Anaïs Bouchard, directrice artistique et stratégie d'innovation de l'agence À Demain. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, Anaïs Bouchard, agence de design à l'initiative de ce projet ambitieux. C'est ce que je disais, de créer un supermarché zéro carbone, une enseigne qui a déjà trouvé son nom, d'ailleurs, Zeka. Expliquez-nous comment est née cette idée d'imaginer le supermarché de demain. Alors, nous, chez À Demain, notre mission, enfin, en tout cas, qu'on s'est donnée, c'est de designer des expériences innovantes pour une consommation plus durable, plus responsable. L'idée derrière tout ça, c'était un petit peu d'interpeller les distributeurs et les marques sur l'impact déjà qu'ils ont sur la consommation et aussi de les aider à mettre en œuvre des projets ambitieux pour la transition, notamment qui répond à des objectifs assez précis de l'Europe sur la neutralité carbone, par exemple. Donc c'est intéressant ce que vous dites. L'objectif, c'était vraiment de les interpeller là-dessus. Voilà, on construit ce projet-là et on va leur présenter presque, on va leur montrer. En fait, on s'est dit, si à une dizaine d'experts autour d'une table en séance de créativité, on peut arriver à trouver un concept qui répond aux grands enjeux de notre société, et bien peut-être que, en effet, les distributeurs et les marques seront plus à l'écoute et aussi plus alertes sur ces enjeux-là. Voilà. Plusieurs experts, quelques jours aussi, on va rentrer dans le détail, ça a été très rapide pour monter ce projet. Anaïs Bouchard, le concept de supermarché, est-ce qu'il n'est pas en lui-même antinomique avec celui d'une consommation responsable ? Alors si, ça a été un des gros sujets pendant ces 4 jours. Alors, il était important de répondre aux grands enjeux environnementaux, mais aussi de se dire qu'on vient avec, en tout cas, nous, en tant que consommateurs, on vient avec une culture, avec des repères, et qu'il n'était pas forcément de bon ton de casser tout ça, mais plutôt d'adapter ces repères et de renverser un système de valeurs qui est existant, mais avec des choses qu'on connaît. C'est-à-dire quand vous parlez de repères, expliquez-nous de quoi vous parlez, c'est quoi nos repères dans un supermarché ? Alors nos repères, c'est le système de distribution actuel, puisqu'on a quand même mis en place une logistique qui est très efficace depuis 50 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt à exploiter, dans le bon sens, plutôt qu'à complètement arrêter. Voilà. On s'en inspire quand même aussi du supermarché que les gens connaissent actuellement. Ce projet, je le disais, donc, a rassemblé plusieurs acteurs, vous le disiez aussi, et a duré 4 jours, je crois, c'est ça. Pourquoi ce format ? Voilà, pourquoi s'être lancé ce défi-là ? 4 jours pour inventer le supermarché de demain. Alors, c'est une méthodologie de design qu'on appelle le design sprint, qui est une méthode assez couramment utilisée, surtout quand on travaille sur des sujets assez précis et qu'on
espère un résultat rapide et efficace. C'était notre cas, puisqu'on voulait alerter les distributeurs et les marques sur ce sujet. Donc, c'était un format qui nous semblait tout à fait approprié, qu'on a un petit peu travaillé à notre sauce, puisque là, on est vraiment dans de la prospective. On se projette à 2035, à 2050. Et donc, il y a tout un processus d'immersion qui est assez important dans ces 4 jours. Quelle scénographie vous avez imaginée? Alors, expliquez-nous comment vous avez construit ce projet-là. Alors, en fait, on a construit ce projet-là en se disant qu'on invente un nouveau réseau de distribution. Ce réseau de distribution, il est là pour réconcilier les consommateurs avec leur environnement, mais aussi, et surtout et avant tout, il est à objectif zéro carbone. Notamment avec l'objectif de la neutralité carbone en 2050 fixé par l'Europe. Il était important pour nous de travailler sur ce sujet. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a pensé ce système en se disant il faut récompenser les consommateurs pour leurs gestes quotidiens. Parce qu'en fait, actuellement, c'est le cas, mais sans être le cas. C'est-à-dire que les distributeurs ou les marques ne récompensent pas forcément en tout cas les gestes de réduction carbone des consommateurs. Voilà. Comment on arrive à un lieu zéro carbone, Anaïs Bouchard? C'est quand même la question principale. Sur quels aspects vous avez travaillé? Quels sont ceux qui polluent le plus, j'ai envie de dire, et sur lesquels peut-être le travail a été plus important? Alors, les produits, la distribution. En fait, tout est important. Oui. Parce que quand on commence à décortiquer ce genre de sujet, on n'en finit pas. Mais par contre, il y a quand même quelques points sur lesquels on a mis un point d'honneur à répondre avec notre solution, qui n'est pas forcément une solution parfaite, bien sûr, mais c'est au moins ce qu'on a imaginé en 4 jours. C'est déjà de penser circulaire et plus linéaire. Donc de se dire qu'un produit qui est produit, transformé, consommé, puis éventuellement gaspillé, qu'il ne finisse pas à détériorer la planète, mais plutôt qu'il reparte dans le circuit et qu'il soit vertueux. Et donc du coup, c'est là où on s'est dit, peut-être que les nouveaux distributeurs de demain seront, au-delà de distributeurs, seront aussi des revaloriseurs, puisqu'ils pourront récupérer la matière, la revaloriser et l'utiliser en tant que source d'énergie, puisqu'on sait qu'un des grands piliers est l'énergie dans les prochaines années, avec un coût qui va flamber dans les prochains mois, donc une conséquence très directe, mais aussi sur les années prochaines qui va s'épuiser. Donc l'idée, c'était aussi d'utiliser cette matière comme une source d'énergie. De qui vous vous êtes entouré pour créer ce projet-là? Puisque là, vous me parlez d'énergie, mais entre autres, il n'y a pas que des designers, il y a peut-être des ingénieurs aussi qui ont travaillé. Voilà, comment on réfléchit à toutes ces solutions-là? Oui, alors on s'est entouré de personnes du terrain déjà. Premièrement, c'était très important d'avoir des personnes qui sont au contact de cette grande distribution tous les jours, qui voient ce qui va et ce qui ne va pas. On s'est entouré également de 2 étudiants de l'ENSI, donc l'École nationale supérieure de création industrielle, en innovation, donc qui, eux, sont là pour vraiment instiller un processus d'innovation. Et puis, on s'est entouré également de personnes qui sont spécialistes dans le zéro déchet, dans l'ingénierie du zéro déchet, et on a essayé de les emmener un petit peu plus loin. Voilà. Est-ce que derrière, il y avait quand même cette petite voix au moment où vous créez ce projet de se dire il faut que ce soit possible, il faut que ce soit réalisable? C'est ça aussi l'objectif. Oui, alors on est tous arrivés en se disant on va créer quelque chose un peu utopique. Et puis finalement, en se posant, en se disant ZECA 2035, ça veut dire quoi? On est tous repartis dès 4 jours en se disant on y croit, on aimerait que ça arrive en fait. Et on l'a inventé en se disant il faut que ce soit comme ça. Enfin, c'est une des voies, mais en tout cas, on aimerait que ce soit réalisé. Oui, parce qu'Anaïs Bouchard, entre le supermarché d'aujourd'hui et celui imaginé par vos soins, il y a un monde quand même. Par quels moyens, selon vous, on arrivera justement un jour à votre modèle de réseau de distribution? Alors, je pense qu'il y a une grosse partie de volonté de la part des distributeurs qui est très importante, de la part des marques et également, puisque les marques ont une grosse influence sur les distributeurs. Donc, je pense que ça va de pair.
je pense que le consommateur, lui, est prêt. Ça, c'est pas forcément un gros problème, puisque si on lui apporte une solution pour qu'il se sente récompensé pour ses gestes du quotidien et vraiment qu'il comprenne en toute transparence ce que deviennent ces produits, etc., je pense que lui est prêt. Donc ça, c'est déjà une bonne partie. C'est déjà une bonne partie. Et puis, je pense que il va y avoir le côté légal qui va beaucoup jouer. On voit que l'Europe, avec son objectif de neutralité carbone en 2050, déjà revoit la façon de réfléchir au bilan carbone des entreprises, au bilan carbone du gouvernement, etc. Donc du coup, on voit qu'il y a des grands changements structurels qui vont arriver. Et 2035, en fait, c'est demain. Et finalement, on se dit, c'est vrai que si on ne s'y met pas tout de suite, 2035, ça va passer très très vite. Mais il y aura cet enjeu principal qui est la rentabilité au mètre carré des hypermarchés qui devient qui est en baisse depuis des années. Et finalement, on se dit que il va bien y avoir un point à un moment donné où ces surfaces devront être revalorisées d'une certaine manière. Et nous, ce qu'on propose avec Zeka, c'est ça, c'est de les revaloriser à leur juste titre. Le citoyen est prêt, en tout cas, c'est ce que vous nous disiez. On va parler justement des actes citoyens. Merci beaucoup Anaïs Bouchard. Je rappelle, vous êtes directrice artistique et stratégie d'innovation de l'agence À Demain. Merci beaucoup d'être venue nous parler du supermarché de demain. C'est l'heure de notre débat RSE donc. Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui, c'est le citoyen qui est au cœur de l'action climatique. C'est l'objectif affiché du hashtag Mon mandat pour la planète. Montrer que nos actes individuels ont du poids et à encourager l'action. Le consommateur est un acteur de la lutte contre le changement climatique et un acteur majeur alors que l'empreinte carbone d'un Français en 2019 s'élève à 9 tonnes de CO2. DreamAct et 100 autres marques engagées lancent alors ce hashtag, dont Innocent France. On reçoit pour en parler de cette initiative Diane Semama, fondatrice de DreamAct. Donc bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Et Nicolas Marotte, directeur général d'Innocent France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Impact. Diane Semama, pourquoi cette référence au mandat dans ce hashtag comme une référence à l'action publique politique alors que vous défendez ici l'importance du rôle citoyen ? C'est une bonne question. Ouais. Alors, le contexte de cette année est particulièrement tourné sur les mandats. On a eu l'idée de cette opération au moment du dernier volet du GIEC qui est sorti, donc peu de temps finalement avant les élections présidentielles. Et on s'est dit, là, le rapport du GIEC est sans appel. On a vraiment tous un rôle à jouer en tant que citoyens. Quelles que soient l'issue des élections, il faut qu'on ne se repose pas dessus ou qu'on ne se dise pas soit « ok, c'est super, l'environnement va être pris en compte », soit au contraire « ok, c'est une fatalité, il ne se passera rien pendant 5 ans ». On s'est dit non, il faut qu'on sorte en fait de cette logique-là, de remettre la responsabilité toujours ailleurs. Et on doit reprendre le pouvoir en tant que citoyen sur cette question environnementale. Et donc, on a lancé ce hashtag en disant, chacun de nous, citoyens, on a aussi notre mandat à jouer pour la planète. J'aimerais quand même vous relancer, on va parler donc évidemment du rôle du citoyen ici, mais vous, quelle est votre vision aujourd'hui du rôle de l'État dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Il faut, on l'oublie, c'est-à-dire, c'est ce que vous disiez, on n'y pense pas presque. On se dit, nous, on a quelque chose à faire là-dessus. Non, bien sûr, d'ailleurs, on interpelle sur plein de sujets, les pouvoirs publics, les lois viennent en relais, aident grandement à faire accélérer les choses. Sur le textile, notamment, il y a énormément de choses à révolutionner pour promouvoir une mode durable. Bon, bien sûr que non, mais simplement, il ne faut pas se donner, nous, en tant que citoyens, comme excuse de ne pas pouvoir agir parce que l'État n'agit pas ou parce que les entreprises n'agissent pas assez vite. C'est intéressant puisqu'on parle du rôle du citoyen. Ici, ce sont des entreprises, des marques qui ont lancé cette initiative. Vous, pourquoi vous vous êtes lancé dans l'aventure, Nicolas Marotte, avec Innocent France ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Alors nous, en fait, c'est une marque qui a été créée en 99 avec pour mission de fabriquer des petites boissons saines, naturelles et délicieuses pour aider les gens et la planète à vivre mieux ensemble. Depuis toujours, on est très engagé pour l'environnement et on vient d'accélérer notre trajectoire carbone, notre décarbonation, puisqu'on a avancé notre promesse de décarbonation, de neutralité carbone de 2030 à 2025. En 2025, on veut être carbone neutre. On veut avoir réduit fortement nos émissions carbone et compenser le reste. On va à peu près éliminer la moitié de nos émissions d'ici 2030 et on sera neutre en 2025. Donc c'est un enjeu extrêmement rapide. On est convaincu, et c'est pour ça qu'on a rejoint l'initiative de Diane et de son équipe, que les marques peuvent avoir un rôle important. Vous évoquiez le rôle de l'État, il est essentiel. Mais les marques, par la transaction, la proximité qu'elles ont aux consommateurs, elles ont la possibilité de l'embarquer, de simplifier le message et de les aider à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. On est sur un moment charnière et tous les moyens sont bons pour aller le plus vite possible. Donc cette initiative-là, comme plein d'autres, on vient de lancer une grande action sur nos produits avec la grande classe verte. Tout ça va dans le même sens et c'est de réussir le plus vite possible à répondre aux challenges qui nous attendent. Comment, en tant que marque, justement, Nicolas Marotte, on se rend compte de ce pouvoir que détient le consommateur? On s'en rend compte tous les jours quand on est une entreprise, de ce pouvoir qu'il a? Alors évidemment, sans enfoncer les portes ouvertes, on sait qu'on a un consommateur qui est de plus en plus informé, qui est de plus en plus sensibilisé. C'est rentré dans les cours d'école. C'est vrai qu'aujourd'hui, je vois la réaction de mes enfants, ils prennent plus de bain, ils prennent des douches. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres de ce type-là. Donc aujourd'hui, sans avoir d'action, je ne parle pas simplement de promesses, mais également d'action en faveur de l'environnement, contre les émissions de carbone, pour limiter le réchauffement climatique. Si les marques n'y sont pas, elles ne peuvent plus réussir. L'engagement est absolument nécessaire. Je vais vous faire rebondir, Diane Semama, là-dessus, justement. Pourquoi ce sera aux entreprises comme vous d'inciter, aux marques comme vous d'inciter les citoyens à agir? Nous, on est des pionniers finalement dans cette action au travers de la consommation. C'est notre métier, nous, chez DreamAct, depuis 6 ans, de proposer une alternative à la consommation de masse non raisonnée. Notre métier, il est certes notre rôle, notre mission en tant qu'entreprise pionnière de la production de la consommation durable, c'est d'informer, mais c'est aussi de proposer des solutions pour agir, parce que on a beau nous dire à nous tous citoyens qu'on a un rôle à jouer, qu'il faut atteindre, qu'il faut passer de 9 tonnes d'émissions carbone par an à 2 d'ici 2050. Ok, mais comment on fait ça en fait? Et nous, notre rôle, et c'est pour ça qu'on s'est rassemblés avec une centaine de marques et d'initiatives. Des entreprises de tout secteur d'ailleurs? De tout secteur, textile, cosmétique, agroalimentaire. Enfin, l'idée est de dire sur tous vos pans de votre vie, finances durables, logement, enfin voilà, sur tous les pans de votre vie, vous avez des alternatives qui existent pour baisser votre impact carbone. Sans oublier non plus le social, ça c'est un volet, on ne peut pas tout dire dans une campagne de communication, mais c'est quand même une valeur partagée aussi par la centaine d'initiatives qui nous ont rejoints. Quels sont les aspects du quotidien sur lesquels le citoyen donc, ou le consommateur peut agir? Alors, du coup, c'était vraiment tout le rôle de ce hashtag. Derrière ce expliquez-nous hashtag, les piliers sur lesquels il peut agir. Derrière ce hashtag, en fait, on invitait donc les initiatives qui participaient à l'opération à faire. Chacun des collaborateurs faisait leur bilan carbone au travers d'un site très simple mis en place par l'ADEME, où en 10 minutes, on comprend qu'est-ce qui est impactant dans nos habitudes de vie, de consommation. Et on ressort avec ce fameux poids et on comprend comment, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière. On a tous des choses très différentes. Moi, je sais que je suis à 4,8 tonnes par an. C'est pas top encore, et pourtant, j'ai l'impression d'agir quand même. Mais par exemple, moi, voilà, c'est le poids de mon logement qui est pas terrible parce que j'ai encore plein de choses à mettre là-dessus. Bon, bref, on comprend au travers de ce test où est-ce qu'on est mal, où sont nos mauvaises habitudes. On n'est pas culpabilisé en tant que consommateur quand on se rend compte à quel point on pollue sur certains aspects de notre vie quotidienne, notamment sur des questions de mobilité, j'imagine, pour des gens qui prennent leur voiture tous les jours. Voilà, qu'est-ce que ça nous renvoie aussi en tant que c'était vraiment tout l'angle de la campagne. C'était de dire, en fait, nous tous, personne n'est encore parfait, personne n'est à 2 tonnes.
Donc zéro culpabilisation. Mais l'importance d'agir tous collectivement, et plus que de vous culpabiliser parce que on est le DG d'Innocent, président de Dream Act, etc. Nous aussi, on a des mauvaises notes. Mais du coup, voici des alternatives posées sur un plateau, piochez là-dedans, ce qui est le plus simple pour vous, et pour changer. Sur cette question, Nicolas Marotte, voilà, comment vous regardez ça, ce poids carbone, cet impact carbone que peut avoir le consommateur et ces initiatives donc mises en avant grâce à ce hashtag pour essayer de changer, voilà, peut-être 2-3 choses. Nous, le consommateur, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui avec lequel on communique tous les jours. Donc, en plus, on est une marque extrêmement transactionnelle. On a toujours encouragé ce dialogue avec des gens qui nous téléphonent ou qui nous écrivent ou qui communiquent sur les réseaux sociaux. Donc, on est convaincu que c'est la meilleure façon d'agir en le sensibilisant à l'impact qu'il peut avoir à la fois sur de l'environnement avec l'opération dont je parlais sur la revégétalisation du pays, mais également dans son comportement, en effet, au quotidien, et notamment sur la récupération des déchets, ne pas jeter tout n'importe où. La poubelle jaune est essentielle aujourd'hui. On est extrêmement en faveur également de la consigne sur les bouteilles en plastique, parce que ça permettra d'augmenter le taux de récupération, qui n'est que de 60% aujourd'hui pour ces contenants. Donc il y a beaucoup d'actions qu'on peut mener pour progresser. Et puis, comme on fait beaucoup de blagues sur les réseaux sociaux, on parle aussi de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, par exemple. Moi, je vis au 7e étage dans mon immeuble. Je monte et je descends par les escaliers, en particulier depuis que certains m'ont fait comprendre que ça avait un impact sur le carbone. Parce que ça, c'est un volet important aussi, c'est-à-dire qu'on calcule son impact carbone et en même temps, on partage des bonnes pratiques pour essayer de s'améliorer. Ça fait aussi partie de ce hashtag ça, c'est-à-dire on donne des solutions aussi. Exactement. On donne des solutions et on montre avec un peu de science qu'il y a des choses qui sont prioritaires aujourd'hui. Et puis, il y a en effet plein de petites habitudes dont on ne sait pas qu'elles ont un impact, en fait. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif de cette campagne. Je pense qu'il ne faut pas être stigmatisant du tout. Il faut plutôt être dans le participatif, dans l'échange. Et en effet, il y a beaucoup de petites solutions toutes simples qui peuvent avoir un impact énorme, si on les met bout à bout. Dernière question, à combien de temps donc estimez-vous la durée de vie de ce hashtag, de cette initiative? C'est quoi l'objectif? Là, ça va durer combien de temps? L'objectif, c'était que ça dure 1 mois. Ouais. On profitait de la calmie entre les 2 élections pour montrer qu'il y avait un autre vote possible, qui était celui du vote au travers de son porte-monnaie et de ses habitudes de consommation. Le consommateur, c'est ça, je crois qu'on dit aujourd'hui, un consommateur qui agit. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Diane Semama, je le rappelle, vous êtes fondatrice de Dream Act, et Nicolas Marotte, directeur général d'Innocent France. Merci beaucoup d'être venus nous parler de ce hashtag Mon mandat pour la planète. Merci beaucoup à tous les deux. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. La bonne idée du jour est celle de Jimmy Lefort, cofondateur de Kojo, un jeu de construction pour enfants éco-responsable et 100% made in France, comme je vous le disais. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Important de le préciser, made in France, lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, 95% des jeux à peu près jouets vendus en France viennent de l'étranger. Jimmy Lefort, expliquez-nous comment est né ce projet. Alors, c'est un projet qui est fait avec on est 3 amis du lycée, basés en Vendée. À l'origine, donc on est jeunes parents et on souhaitait proposer aux enfants et aussi aux parents un jeu qui soit local, qui soit propre, qui soit esthétique et qui plaise aux enfants. Et donc à partir d'un système constructif, donc là on voit par exemple sur ce personnage des plaques de bois avec des connecteurs en bioplastique recyclé. En clipsant la plaque sur la pince, vous arrivez à faire des constructions comme la maison flamande que j'ai développée ici, j'ai ramené ici. Et à partir de ce principe constructif, on a développé de différents kits qui permettent aux enfants de créer des constructions à partir soit de plaques découpées, comme celle-ci sans impression, mais aussi des modèles imprimés. Donc on a développé une gamme autour de l'architecture des pays du monde avec les maisons flamandes que vous avez là. On a également un palais oriental dans le but de faire voyager les enfants, de leur faire découvrir
d'autres choses que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et on a également développé des châteaux forts, un univers médiéval avec des catapultes, avec des portes, avec des pièges, enfin tout ce que vous trouvez. Donc vous avez réfléchi absolument tous les matériaux, hein, c'est bien C'est ça. Tous les matériaux et les process de fabrication sont réfléchis pour être vertueux. Donc le bois, donc c'est composé principalement de planches de bois qui sont donc le bois pousse dans la Sarthe. Il est découpé et imprimé près de Rennes. Donc vraiment là on est dans l'ouest de la France. Et les pinces, les connecteurs en bioplastique sont du bioplastique recyclé, qui sont certifiés pour la norme Joé, la NF71. La matière vient de Poitiers et l'injection des pinces, enfin des connecteurs, se fait près de Nantes. Donc on a l'ensemble de nos fournisseurs qui se trouvent à moins de 100 km de Nantes. Plutôt dans l'Ouest. Donc Exactement. ça a été difficile, Jimmy Lefort, de trouver des matériaux, des fournisseurs en France pour créer ce jeu. Ça a été un challenge. Ça a été un challenge, mais c'était un challenge qui nous a permis de construire, justement, de faire évoluer notre produit, puisqu'on a pu développer et construire le jeu avec les producteurs. La difficulté quand on développe des jouets, c'est la certification. Ouais. Surtout quand on veut faire du plastique recyclé, il y a peu de solutions encore pour pouvoir proposer. Ça existe, hein, enfin, on en a, mais c'est assez difficile de proposer des jouets qui soient conformes aux certifications européennes et certifications françaises. Et c'est également difficile d'être dans les prix, en fait. Ouais. On a la difficulté du marché du jouet, comme vous le disiez au démarrage, c'est qu'elle est principalement importée. Donc avec un prix de marché qui est relativement bas, et quand on met le savoir-faire français en face, il faut beaucoup travailler sur la conception du produit pour pouvoir permettre d'avoir un jouet qui soit accessible pour tous. Sur quelle fourchette de prix vous vous situez? On est entre 29,90 € pour les petits modèles jusqu'à des plus grands modèles aux alentours de 100, voire 175 € pour les très grands. On a fait un très grand château fort pour... Quelle audience vous rencontrez aujourd'hui auprès des consommateurs? C'est cet aspect éco-responsable, cet aspect made in France. Voilà, qu'est-ce qui plaît? Quel retour vous avez de ça? Il y a plusieurs choses. Effectivement, le côté éco-responsable, le plastique recyclé, le fabriqué en France attire beaucoup, puisque c'est quand même très différenciant dans le domaine du jouet. Enfin, vous cherchez des jouets fabriqués en France, justement vendus en France, c'est quand même assez rare. Donc là, on a une différenciation. Et on a également de la différenciation sur l'aspect esthétique. On a travaillé avec Guillaume Denot, qui est un illustrateur, un ami du lycée, toujours pareil, qui a fait l'ensemble des dessins. On a travaillé sur des modèles qui puissent être non genrés. Les maisons flamandes, on peut le proposer des petits garçons, des petites filles. Pareil pour la partie château fort, qui est d'habitude plutôt genré garçon. On a travaillé pour que ce soit justement des filles puissent être mises en avant et puissent se jouer avec. Et pour parler au plus de consommateurs. Voilà, c'est ça. Parler au plus de consommateurs possible. Merci beaucoup, Jimmy Lefort, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Je rappelle, vous êtes cofondateur de Kojo. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Impact. À très vite.